Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel Invest in Sénégal. Je me présente, je suis Marc Alexandren, je suis sénégalais, je suis le dirigeant de Deloitte au Sénégal et je suis ravi et honoré de pouvoir animer ce panel sur Invest in Sénégal qui a vocation à présenter et à vous faire mieux connaître les opportunités d'investissement au Sénégal. Tout le monde le sait, le Sénégal a une longue tradition de la teranga, c'est une tradition d'hospitalité, et les CEO africains perçoivent le Sénégal comme le pays de la teranga des investissements. Notre firme Deloitte a réalisé un baromètre des CEO africains pour l'événement du CEO Forum. Et dans ce baromètre, les CEO africains disent que le Sénégal est attractif. Il occupe la 4e place sur l'indice d'attractivité des investissements. Alors, notre séance va être organisée en plusieurs temps forts. D'abord, nous aurons une présentation du Sénégal par son Excellence, Monsieur le ministre de l'économie du plan de la coopération, Monsieur Amadou Hott, qui sera suivi d'une présentation pays. Et nous aurons l'éclairage du secteur privé, en la présence notamment de plusieurs entrepreneurs sénégalais, d'investisseurs, de nouveaux investisseurs, et de l'investisseur institutionnel qui est la SFI, Monsieur Maga, qui est le directeur régional de la SFI pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Nous aurons M. Bolduc, qui est le représentant de Québec Investissement, un investisseur qui s'intéresse au Sénégal. Nous aurons 2 entrepreneurs, champions sénégalais, M. Abdoulaye Bey, qui est PDG de Neurotech, et nous aurons M. Émile Diouf, qui est PCA de Celle d'Afrique, une société qui monte, on en parlera tout à l'heure. Voilà, sans plus tarder, on va démarrer et je vous propose d'accueillir chaleureusement sous vos applaudissements Monsieur le ministre Amadou Hott de l'économie du plan de la coopération. Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre présence donc, à cette session Invest in Sénégal. C'est un grand plaisir de vous retrouver, des visages familiers qui sont déjà investisseurs au Sénégal ou qui sont en train de regarder des opportunités d'investissement au Sénégal. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, les directeurs généraux de sociétés nationales, distingués invités, chers participants, en venant assister à cette session Invest in Sénégal, vous faites un premier pas vers la réalisation de vos investissements au Sénégal. Dans le cadre de la relance post-Covid-19 de son économie, le Sénégal a choisi de recentrer ses priorités autour des souverainetés alimentaires, sanitaires et pharmaceutiques pour un développement endogène porté par un secteur privé fort. C'est le choix du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour permettre à notre pays de maintenir le cap vers l'émergence en 2035. Normalement, nous devrions atteindre l'émergence bien avant 2035 avec les investissements massifs que nous sommes en train de faire et que nous ferons dans les années à venir, et je l'espère en partenariat vraiment avec le secteur privé qui devra financer plus d'un tiers du PAP 2A qui est estimé à 24 milliards d'euros. Au travers des interventions de cette matinée, vous verrez que les besoins d'investissement au Sénégal représentent autant d'opportunités pour les investisseurs privés et qu'il y a une forte volonté politique pour des partenariats gagnant-gagnant avec l'État, mais gagnant-gagnant aussi entre investisseurs internationaux et investisseurs donc domestiques ou investisseurs, je dirais, de l'Union
parce que nous sommes dans le cadre de l'Union monétaire ouest-africaine. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a entrepris d'importantes actions pour faire du Sénégal une destination préférentielle pour le secteur privé qui souhaite saisir des opportunités de qualité sûre et durable. Je voudrais mettre en lumière certaines de ces actions que nous avons entreprises. Il y a le programme ambitieux de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité qui a permis au Sénégal de faire d'importants progrès en termes d'attractivité. Même s'il n'y a plus le rapport Doing Business de la Banque mondiale, nous continuons à faire des réformes pour vraiment faciliter donc l'investissement du secteur privé. Nous avons par exemple récemment adopté un nouveau cadre juridique des partenariats publics-privés qui nous a pris pratiquement 1 an et quelques à faire, en partenariat avec le secteur privé national, international, avec toutes les parties prenantes, mais aussi avec nos partenaires tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires. Le cadre, il est finalisé, tous les décrets ont été pris et nous avons même commencé à faire des projets PPP en utilisant donc ce nouveau cadre avec un fonds de préparation de projets qui est mis en place. Déjà, l'État et des partenaires ont contribué à ce fonds avec une équipe, c'est l'unité nationale d'appui donc au partenariat public-privé, avec une équipe de juristes, d'ingénieurs, mais également de financiers qui conseillent l'État, qui conseillent donc les autorités contractantes, que ce soit l'État central ou bien les agences et autres sociétés d'État. Nous sommes également en train d'adopter un nouveau code des investissements. On me dit avant-hier le nouveau draft et le deuxième draft est finalisé, donc nous espérons quand même que d'ici quelques mois, nous allons terminer ce nouveau code des investissements et on le fait aussi en consultation avec le secteur privé national, mais également international. Nous avons également des zones économiques spéciales qui sont prêtes également à recevoir des investisseurs. Nous avons des parcs industriels également qui sont prêts à recevoir des investisseurs. Le directeur général, il est là, M. Momadba, donc qui s'occupe des parcs industriels. Nous avons aussi les agropoles, notamment l'agropole sud qui est en préparation, en construction, en partenariat donc avec une multinationale qui est experte dans ce domaine. D'ici quelques semaines, j'espère quelques mois, nous allons terminer la stratégie nationale de développement du secteur privé. Nous l'avons fait en partenariat ou avec l'accompagnement d'un cabinet africain dirigé par notre frère Victor Nia ici, et également la directrice générale, la directrice du développement du secteur privé donc de mon ministère qui s'est occupée donc brillamment de ces stratégies. Il y aura une loi qui va accompagner la stratégie avec des mesures fortes que l'État va prendre pour faciliter donc le développement du secteur privé au Sénégal avec des mesures sur les financements, sur l'assistance technique, mais sur le cadre réglementaire également, donc pour faciliter l'investissement privé. Par ailleurs, avec la création du fonds souverain, le fonds 6, il y a quelques années, nous avons un instrument aussi qui peut être un co-investisseur avec les investisseurs privés, que ce soit dans les PPP, que ce soit dans des investissements purement privés. Le fonds 6 peut contribuer du capital, du know-how en partenariat avec d'autres institutions qui peuvent donc co-investir avec le fonds 6. Et à partir de la fin de l'année prochaine, 10% des revenus pétroliers vont être minimum 10%, donc ça peut être plus, vont être transférés au fonds 6 qui pourra donc avoir plus de liquidités, plus de ressources donc pour co-investir de manière crédible donc avec vous les investisseurs nationaux ou internationaux. Le gouvernement aussi encourage des instruments innovants. L'État, par exemple, à travers le ministère de l'économie, vient de créer un fonds commun de placement, donc avec l'aide d'institutions de la place, telles que la CGR Bourse, mais également Impact 6. Et ils sont en roadshow, je pense, pour attirer des investisseurs institutionnels donc dans ce fonds commun de placement à risque qui va co-investir encore avec le secteur privé dans des projets PPP. Il y a déjà un pipeline assez riche qui pourra donc alimenter le portefeuille donc, de ce fonds. Je voudrais également
vous dire qu'au niveau du financement également de l'économie, dans le cadre de la relance, nous avons mis en place des instruments pour soutenir le fonds GIP, le fonds de garantie, le fonds 6 bien sûr pour la préparation des projets et l'investissement dans les PPP, soutenir également ADPME qui fait de l'assistance technique donc aux PME au Sénégal. Nous avons donc 2 projets phares, l'un financé par la Banque mondiale à hauteur de 125 millions de dollars et l'autre à peu près du même montant ou 135 millions de dollars par la Banque africaine de développement. Nous nous attendons également à un financement de KfW et de la FAO. Au total, c'est quand même plus de 250 milliards qui seront consacrés au développement des chaînes de valeur donc dans tout le pays. Et dans un premier temps, c'est 6 régions du Sénégal qui vont être privilégiées. Et comme nous le savons aujourd'hui, la question de la souveraineté alimentaire, elle est importante. La question de l'endogénéisation de notre économie également, pour que nous puissions compter plus sur nous. Et vraiment, ceci nous permettra aussi, donc, au-delà d'assurer les souverainetés, mais aussi la création d'emplois et l'approche chaîne de valeur qui est si chère à notre ami Victor. C'est une approche que nous adoptons et il y a beaucoup de ressources donc, qui vont aller donc, vers cette approche. Faites maintenant les autres pas nécessaires, vous, pour la réalisation d'investissements massifs au Sénégal. Un pays stable, un pays sécurisé, disposant de solides fondamentaux économiques, producteur de pétrole et de gaz à partir de fin 2023, avec un programme Gas to Power également qui nous permettra de réduire drastiquement le coût de l'énergie, donc un facteur important pour le développement de vos entreprises. Nous avons également les infrastructures modernes. Au niveau du trafic, on a BRT qui sera donc inauguré à la fin de l'année prochaine, qui va faciliter donc le trafic et qui va transporter 310 000 passagers par jour. Il y a déjà le TER entre Dakar et Diamniadio, 35 km, qui transporte 115 000 passagers par jour. Et le projet va continuer vers l'aéroport AIBD. Donc dans 2 ans, si vous venez au Sénégal, vous prendrez le TER. Comme si vous allez à Johannesburg, vous prenez le How Train qui vous amène à Sandton. À Paris, vous prenez le RER-B, par exemple, pour aller à la gare du Nord, etc. Le Sénégal aussi, on aura le TER qui vous amènera de AIBD, donc au centre-ville de Dakar. Voilà, le directeur donc, du marketing va faire la présentation donc, sur les différentes opportunités. Donc Lamine Ba va donc faire la présentation à la place du directeur général de l'APIX. Merci et bonne journée. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je pense que vous avez bien campé le sujet et montré les perspectives d'un pays qui avance, d'un pays qui se transforme et d'un pays qui mise sur les talents et d'un pays qui veut capter du capital, surtout du capital pour impacter. Et il y a 2 ans, en 2020, vous aviez travaillé avec les équipes sur les orientations du président de la République pour qu'on puisse avoir un programme de relance. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire de ce programme de relance, et je pense que vous l'aviez bien annoncé dans votre allocution, elle était bâtie sur de l'ajustement et sur de l'accélération. Si on regarde sur le volet ajustement, c'était de réintégrer des secteurs aussi stratégiques sur lesquels peut-être l'investissement public n'était pas mis ou l'action publique n'était pas pro-business, de les bien les orienter. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en 2021, si on regarde la croissance que le Sénégal est en train d'afficher, en estimé qu'aujourd'hui, la question de revenir sur la trajectoire de l'émergence avant Covid est entamée, parce qu'on a fait 6,1% de taux de croissance. C'est vrai, il y a encore des défis pour les secteurs de souveraineté, mais l'avantage qu'on a en faisant ça, il y avait un pari qui était fait sur l'axe des réformes. Vous avez introduit certaines réformes, je pense que vous l'avez parlé aujourd'hui, vos équipes ont travaillé pour que le cadre institutionnel et juridique du partenariat public-privé soit rénové. On est en train de passer dans une nouvelle génération de projets avec aussi l'aménagement
pour les investisseurs communautaires au niveau du Sénégal qui ont parti pris. Mais c'est surtout aujourd'hui toute la structuration financière qui permet aujourd'hui d'accompagner rapidement nos champions nationaux par les guichets que vous avez indiqués, soit le Fonds 6 ou le Fonds GIP. Maintenant aussi, on a fait un pari en termes de dire qu'il faut qu'on aille et qu'on installe rapidement l'investisseur, avec tous les instruments qu'il faut, avec des services de classe internationale. Et le processus d'aménagement de zones économiques est avancé, le cadre juridique est finalisé, et nous disposons aujourd'hui de 1000 hectares sur lesquels on peut installer des zones économiques. Et on est aujourd'hui à la recherche d'investisseurs deep pocket qui peuvent travailler avec la PROSI et la PIX pour faire du développement et installer au Sénégal des entreprises qui vont viser le marché continental ou qui vont bénéficier des avantages liés aux accords spécifiques que le Sénégal a avec le monde, l'ACP, l'AGOA, et même avec tout ce qu'on a avec Chine et les pays. Donc, en étant au Sénégal, vous pouvez avoir une perspective d'avoir 2 milliards de marché, en termes de marché de proximité que vous pouviez toucher. Donc, aujourd'hui, le risque qui était le risque foncier, on est en train de le gérer en mettant des espaces. Il y a encore des défis, il faut trouver des développeurs avec lesquels, on cherche des développeurs avec lesquels qui veulent aller avec nous rapidement. C'est possible de signer des conventions, d'aller sur des leasing termes de 25 ans renouvelables, avec l'État qui s'engage sur la partie connectivité, mais aussi un État qui veut se développer, c'est un État qui se soucie de son équilibre. Il y a toute une réforme au niveau de la protection sociale. Aujourd'hui, tout l'instrument est mis en place pour le CMU au niveau de ce qu'on a appelé la couverture maladie universelle, au niveau d'intégrer aussi l'assurance maladie au niveau des entreprises, que ça ne soit pas une contrainte aujourd'hui, c'est que du point de vue capital humain, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, la réforme en cours du Code des investissements va intégrer un paquet d'avantages gradués qui va renforcer la problématique de l'attractivité sur le capital humain pour pouvoir capter des talents, mais surtout intégrer les innovations et la recherche-développement. L'autre aspect, je pense, sur lequel le président a donné des orientations, où il y avait tout ce qui est le secteur du oil and gas, qui est le secteur en perspective, un travail a été fait pour structurer quelle est la philosophie du contenu local de l'État. Aujourd'hui, cette philosophie, elle est mise sur des lois, et elle est en train d'être opérationnalisée. Ça permet en même temps de faire développer, d'attirer le privé international, mais à ce côté aussi de faire développer un privé national qui va prendre de l'élan et qui, au fur et à mesure, en partenariat gagnant-gagnant, comme vous l'avez dit, pourront saisir les opportunités que présente ce pays. L'autre problématique aussi sur laquelle nous travaillons et nous avons travaillé ces dernières années, ces 2 ou 3 dernières années, c'est la problématique souvent quand les gens viennent en Afrique, la problématique de la contractualisation souvent se pose. Et aujourd'hui, la réforme en cours du Code du travail va nous permettre aujourd'hui de régler la question de la migration du travail, surtout pour les entreprises qui se positionnent en position de HQ au Sénégal. C'est-à-dire qu'ils ont une partie du personnel qui vont habiter au Sénégal, mais qui auront la sous-région comme lieu de travail. Donc, notre Code du travail va intégrer toutes ces questions et surtout intégrer certains principes des accords internationaux et donner aussi beaucoup plus de droits à la femme travailleuse. Parce qu'aujourd'hui aussi, notre capital humain, c'est aussi la femme. Je pense que cette introduction sur les réformes nous montre le pari du gouvernement, c'est d'abord faire sa partie du job. Si on regarde ce que nous disent les chiffres que nous avons regardés avec nos collègues de CNUSED, que ce soit AFC et Banque mondiale, vous voyez le Sénégal en bleu, c'est un pays qui est en train de monter. On est en train de se rapprocher des gens qui, quand on regarde les 5 ou 10 ans en termes d'attraction d'investissement, on n'était pas sous les mêmes catégories. Donc ça, c'est important. Et il y a un chiffre qui est sorti cette année. On a eu le paradoxe Covid au Sénégal où les idées ont bondi de plus de 30%. Certains disent oui, c'est parce que c'est le gaz. C'est parce qu'on a anticipé sur les projets gaziers pour pouvoir l'avoir. Aujourd'hui, vous voyez sur nos pays compétiteurs que je ne citerai pas, quel est le trend aujourd'hui de l'investissement direct étranger au Sénégal. C'est pour vous donner un peu une idée. Ici, c'est un peu le commerce, parce que si on est ici aussi, il faut qu'on vous donne l'idée. Parce qu'en général, avant que les gens investissent, ils veulent d'abord commercer. Ça, c'est quelque chose de très important. On est un pays qui a un basket très diversifié. On a à peu près entre 30 et 50 produits sur lesquels nous échangeons. Mais vous voyez, on n'était pas un pays pétrolier, mais on était un pays qui raffinait du pétrole. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le savoir-faire du raffinage était quelque chose qui est déjà au Sénégal. C'est 14% de
de notre basket export. Et on a aussi l'acide phosphorique parce qu'on a des ressources stratégiques que nous avons développées ces 40 dernières années, qui est le phosphate, qui a porté une grande partie de notre industrie. Et ces 20 dernières années, on est entré comme pays des mines. Vous voyez, si on mettait les pays, vous verrez, il y a cette problématique de beaucoup de produits agroalimentaires qui se retrouvent autour de 2 ou 3%. C'est pour cela qu'on vous invite à de la diversification de l'économie, à de la diversification de la souveraineté, parce que nous pensons qu'il y a quelque chose ici à booster pour que... Et aujourd'hui, les questions de positionnement, d'investissement, d'anticiper sur les infrastructures de connectivité ont été entamées il y a 10 ans pour le Sénégal. Donc nous avons encore des défis en termes d'interconnexion avec le marché continental. Je pense que les 3-4 dernières années, nous avons fait autant de ponts que ça n'avait jamais été fait, qui nous relient. Aujourd'hui, moi qui habite le sud, je peux aller en week-end au sud du Sénégal sans se poser de questions parce que la transgambienne est aujourd'hui fonctionnelle. Le pont qui va nous relier à la Mauritanie, qui va nous permettre de relier l'Europe le plus rapidement et même le Maghreb plus rapidement est finalisé. Et aujourd'hui, il y a un grand projet de relance du train dans le pays. Donc si vous regardez les secteurs d'investissement, je pense que le ministre les a dit, elles sont à peu près, nous voulons gagner une dizaine de batailles en termes de chaîne de valeur, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un effet d'entraînement. Peut-être qu'on va se concentrer au début sur 3 ou 4 pour régler les contraintes qui permettront de développer le reste. Mais c'est pour vous donner un peu l'idée de ce qui bouge, la digital économie, creative industry, si vous regardez ce qui semble être l'économie de luxe, à l'énergie, pétroleum, les gens nous regardent peut-être plus sous ses yeux. Peut-être 20 ans ou 30 ans avant, les gens nous regardaient par la pêche. Peut-être que le tourisme, il y a encore à jouer, parce que pendant la période, Victor pourra peut-être intervenir sur ça, le paradoxe aussi, pendant la période Covid, on a connu le plus grand investissement hôtelier de la zone au Sénégal. On est venu vous rencontrer ici avec un certain nombre de panels de projets. En sortant, on vous donnera des clés USB. Et c'est des projets qui partent de l'aménagement de zones économiques, comme je vous l'avais dit, à la santé, et des projets aussi aujourd'hui, parce que ceux qui ont visité tout récemment le Sénégal voient qu'il y a un aéroport moderne. Nous voulons développer toute une ville autour de cet aéroport. Et il y a un certain nombre d'infrastructures qu'il faudra finaliser. Et aujourd'hui, la société AIBD est ouverte pour développer ces projets. On a aussi dans la structuration pour l'économie pétrolière tout ce qui est lié au gas to power. Il y a la filiale de Petrosen qui est Petrosen Trading et Services est ouverte pour travailler avec vous sur des projets de réseau virtuel de pipeline, sur tout ce qui est aussi développement de stations de gaz naturel. Une chose, c'est d'avoir le gaz. L'autre chose, c'est d'avoir que les populations ou les gens qui vivent dans le pays puissent utiliser le gaz en termes de véhicules, en termes de cuisson. Donc je pense que ça, c'est une opportunité. Nos collègues de Petrosen pourront. Il y a aussi la Chambre de commerce de Dakar qui veut se moderniser, qui a un projet de tour qui est assez conséquent. La Chambre de commerce a déjà la surface foncière. Elle cherche un investisseur en capital avec lequel il pourra travailler pour développer une clinique, un parking, des espaces bureaux à côté du centre-ville de Dakar. Ce n'est pas loin de la gare du Terre. Et comme je vous dis, les opportunités, elles sont là. On va partager avec vous et certains avec lesquels on aura du B2G les détails. Et je réaffirme ce que je pense, le ministre a dit. On est un pays qui est très ouvert au business. Nous allons vous inviter à regarder un film institutionnel qui va peut-être donner plus d'images à la présentation. Merci beaucoup. La présidence de l'Union africaine et la victoire des Lions de la Teranga à la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi que la qualification à la Coupe du Monde, portent plus que jamais le Sénégal sur la belle voie du continent.
Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, reste une référence pour les pays émergents. L'attractivité croissante de tous les secteurs d'activité et la dynamique des politiques publiques mises en place dans le cadre du PSE garantissent une place de choix à ce pays en pleine mutation. De par ses ambitions d'émergence, le Sénégal déroule une gamme de réalisations et de services dans tous les domaines où le label Made in Sénégal démontre toute son expertise. Le portuaire, l'aéroportuaire, le ferroviaire ainsi que le secteur minier placent les faisceaux sur les belles opportunités d'investissement qu'offre le pays de la Teranga. Le plan Sénégal émergent, cadre référentiel de toutes les politiques publiques, requiert la pleine exploitation des atouts offerts par d'autres secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage ou l'agroalimentaire. Le gouvernement s'est aussi attelé à mettre en œuvre le programme de réforme sur l'environnement des affaires et de la compétitivité qui est dans sa 3e déclinaison avec le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP2A, afin de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle moteur de création de richesses et d'emplois. Cela se traduit par une simplification des textes et la dématérialisation progressive des procédures liées au commerce et à l'investissement, à une baisse des coûts pour accroître l'attractivité et la compétitivité des entreprises. L'impact de ces réformes, sous-tendu par une forte volonté politique et une bonne gestion du cadre macroéconomique, a permis une augmentation conséquente des investissements directs étrangers et l'éclosion de PME championnes dans leur domaine avec une capacité d'innovation qui leur ouvre les portes de l'économie mondiale. Le renforcement du capital humain, de la protection sociale, du développement durable et de la bonne gouvernance ont aussi contribué à renforcer l'image d'un pays moderne, stable et crédité d'une réelle reconnaissance internationale. La nouvelle ville de Diamniadio, à 30 minutes de la capitale, livre tous ses projets de dernière génération, comme le parc industriel intégré de Diamniadio, le centre international de conférences, les sphères ministérielles, la maison des Nations Unies, le marché d'intérêt national, 14 gares, dont la gare emblématique de Diamniadio, une gare des gros porteurs, un stade omnisport et un stade olympique qui peut aujourd'hui abriter les plus grandes affiches sportives. La résilience du Sénégal face à la situation de la Covid-19 a permis, sur instruction du président de la République, de mettre en marche un formidable dispositif d'accompagnement pour les entreprises impactées et les ménages vulnérables. Afin de relancer l'économie sénégalaise, le président de la République a adopté un plan de relance PAP2A pour ajuster et accélérer les politiques économiques et sectorielles en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire et sanitaire. Constant dans sa vision, le président Macky Sall s'est mis aux commandes d'une réelle relance de la croissance de notre pays afin de conforter la résilience des entreprises et d'accompagner la reprise de l'activité économique. Le programme de relance à plus de 22 milliards d'euros touche tous les secteurs prioritaires. Santé et pharmacie, agriculture et agrobusiness, zone économique spéciale, industrie et transformation, tourisme, infrastructure, numérique, protection sociale, tout en capitalisant sur les perspectives gazières et pétrolières du Sénégal. L'une des réalisations les plus emblématiques est la création du TER, Train Express Régional, entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne. Un investissement qui permet de désenclaver la capitale et la soulager de ses embouteillages. Ce train permet de relier Diamniadio à Dakar en 22 minutes. Au TER s'ajoute un autre projet d'envergure qui va également contribuer à faciliter la mobilité dans la région de Dakar. Le BRT, Bus Rapid Transit, un projet moderne d'énergie verte pour un transport de masse par bus fiable et sécurisé avec des voies dédiées. Une belle combinaison TER-BRT pour un transport multimodal. Avec son aéroport ultramoderne, aux standards internationaux, le Sénégal s'érige en hub sous-régional à travers Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale, ainsi que son prochain port de 4e génération à Ndayane. Le Sénégal a construit de vrais moyens de communication avec les ponts de la Casamance et de Foundiougne, qui ont désenclavé des pôles géographiques importants.
Des hôtels de dernière génération complètent la grande offre touristique du pays et permettent au Sénégal d'être au cœur de l'organisation des plus grandes rencontres du monde. Avec la construction d'un nouveau stade qui a consacré l'ambiance des grands jours avec la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal, l'air est à la performance dans tous les secteurs d'activité. Reprise et adaptabilité dans la continuité des affaires du pays permettent une réadaptation de l'offre nationale afin de tenir les rendez-vous des grands projets initiés et réussir les chantiers de la maîtrise de la souveraineté alimentaire, sanitaire et sécuritaire. Le monde, à l'écoute des grands enjeux de progrès et d'inclusion, fait du Sénégal un partenaire privilégié, ouvert et solidaire pour explorer toutes les opportunités de la reprise. En face de vous aujourd'hui, chers investisseurs, le Sénégal et son président vous invitent à découvrir une nation engagée pour sa croissance, gage d'un avenir réinventé. Merci beaucoup pour ce beau film. Je pense qu'on n'a pas de doute. Le Sénégal, c'est the place to be in Africa. Avec tous ces projets, le Sénégal a un projet, un plan, un track record. Alors, on va ouvrir le panel et ma première question, elle sera pour vous, Monsieur le Ministre. Vous avez des investisseurs, des futurs investisseurs. Ils se posent la question de quels sont les grands enjeux du secteur privé sénégalais. Vous dirigez la promotion du secteur privé au Sénégal. Comment sont accueillis les investissements étrangers au Sénégal et quels conseils vous pourriez leur donner? Merci beaucoup. Je pense que dans mon mot d'introduction, j'ai pratiquement tout dit. Et la présentation de Lamine également est revenue sur les différents enjeux. Je pense que la meilleure manière peut-être de convaincre les autres investisseurs, c'est peut-être de donner la parole aux investisseurs qui sont déjà au Sénégal, qui ont certainement une histoire à raconter. Oui. Et je pense que par exemple DP World avec Alassane Diop, c'est un investissement de plus de 850 millions de dollars pour un nouveau port. Oui. Sel d'Afrique pour transformer le sel dans les îles du Saloum, c'est de beaux exemples. Dans la technologie avec M. Mbaye par exemple, oui. AFC voit beaucoup d'opportunités au Sénégal. Je pense qu'ils seront en mesure de nous dire les éléments importants, mais aussi nos amis de International Investment Québec, qui sont très intéressés aussi par l'Afrique de nos jours. Je pense que ce sera un débat intéressant entre eux. Moi, je ferai un peu l'arbitre. Si jamais l'État doit intervenir, je reviendrai. Je peux compter sur vous. Merci. Merci. Alors, excellente transition. Merci, Monsieur le ministre, de me la donner. Donc, je vais interroger Monsieur Maïga, qui est le directeur régional de la SFI, le bras armé de la Banque mondiale pour le financement du secteur privé, qui investit significativement au Sénégal, pour nous éclairer sur ce qu'ils ont fait au Sénégal, ce qu'ils comptent faire. On a vu un nombre de programmes qui sont présentés par l'État du Sénégal. Donc, Monsieur Maïga, est-ce que vous pourriez nous donner votre regard externe du Sénégal? Bonjour. Merci beaucoup, Marc Fadel. Bonjour, Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur Amadou Hott, cher ami à Dakar. Je suis venu à Dakar pour rester 2 ans et je suis à ma 7e année. Bravo. Et j'ai demandé à prolonger, donc je suis encore là pour longtemps. Mais plus sérieusement, vous avez commencé par dire des mots très importants pour nous en tant qu'AFC qui nous permettent de juger un pays, les fondamentaux. Pour moi, un pays, c'est d'abord un système de gouvernance politique et économique qui assure une stabilité politique, mais aussi une stabilité sociale. Et le Sénégal est un des pays en Afrique qui est vraiment à l'avancée sur ce plan-là. Le deuxième point que je ferai, les ressources sont très importantes. Mais dans un pays, ce qui est encore plus important, c'est une vision et une stratégie et des ambitions pour la nation. Et ça également à travers le plan Sénégal émergent, les différentes phases, le Sénégal a prouvé vraiment son leadership sur ce plan-là. La troisième chose, c'est la capacité d'exécution. Et ça, c'est à la fois du côté public, mais aussi du côté privé. Et aussi de façon générale au niveau de la société. Pour moi, c'est ça les fondamentaux du Sénégal.
Maintenant, il y a le gaz, le pétrole qui viennent, qui vont permettre vraiment de dégager des ressources, qui vont accélérer le phénomène de développement du Sénégal. Et je pense que tous ces facteurs-là font que c'est un des pays les plus attractifs en Afrique aujourd'hui. Au niveau de la SFI, le Sénégal est un pays très important. D'abord, c'est notre base opérationnelle pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On a à peu près 130 personnes en fait, basées au Sénégal. Et on est en train de construire le premier bureau net zéro du groupe La Banque mondiale dans le monde au Sénégal. Et c'est pour vraiment augmenter encore notre capacité d'opérer dans le Sénégal, mais aussi dans la sous-région. En termes de chiffres, AFC a engagé depuis 2013 plus de 500 milliards de francs CFA. Quand je dis engagé, c'est sur le compte propre et puis les fonds mobilisés. 500 milliards de francs CFA depuis 2013. De 2020 à 2021, malgré le Covid, on a doublé nos engagements. On est passé de 47 milliards à peu près en 2020. Aujourd'hui, en 2021, notre année fiscale 2021, on a fait 100 milliards. Cette année, on est en phase de faire encore plus. Donc, c'est pour vous dire le niveau d'engagement qu'on a déjà dans le pays. Et quand on regarde l'avenir, je pense que notre souhait et notre ambition, c'est de faire encore plus. Je sais que notre DG, qui est sénégalais, nous a dit de doubler en 3 ans encore. Donc, on a encore beaucoup de travail, mais je pense que les opportunités sont là pour qu'on puisse le faire. Merci. Merci, M. Manga. Alors, on va interroger des entrepreneurs sénégalais qui ont réussi. Donc, je vais commencer par M. Émile Diouf. Vous êtes président du conseil d'administration de Sel d'Afrique, une société qui produit du sel à Fatick, dans la région à 100 km de Dakar. Vous employez 200 personnes. Vous avez 2 ou 3 ans d'activité. Vous exportez. Une belle réussite. On a envie de vous demander, Monsieur Diouf, comment vous avez fait, comment les institutions vous ont aidé pour devenir un champion national du sel. Monsieur Diouf. Merci, Monsieur Alexandren. Bonjour à tous. Je voudrais remercier ici l'assistance à mon nom, mais aussi au nom du gouvernement sénégalais qui m'a invité à venir témoigner de la réalisation de Sel d'Afrique. Sel d'Afrique est une société anonyme qui opère dans le sel et qui aujourd'hui a son actif une raffinerie de sel qui a une capacité de 150 000 tonnes. 150 000 tonnes, c'est beaucoup, puisqu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Ouest, le sel alimentaire est de 3 millions de tonnes. Il faut dire que le sel est un produit qui est considéré quelque part comme une matière première, mais aussi qui est produit quelque part, qui est utilisé sous d'autres, donc qui est utilisé sous d'autres cieux pour de l'industrie. La part, le pourcentage d'utilisation du sel en termes d'aliments est de 15 à 20% suivant les pays. Les 80 autres pourcents sont utilisés pour développer des industries. C'est notre leitmotiv et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Notre ambition première, quand on a installé ce projet en 2000, quand on a commencé à travailler sur ce projet en 2017 et que nous avons commencé à l'installer en 2019, c'était de faire du sel raffiné pour satisfaire le marché sénégalais, mais aussi le marché limitrophe. Aujourd'hui, notre ambition a changé. Nous avons des capacités de production de sel, beaucoup de milliers de tonnes, beaucoup de centaines de milliers de tonnes, pour ne pas dire des millions de tonnes.
Nous avons dans nos États une seule manière de l'utiliser, c'est de manger le sel. Le sel alimentaire, comme je le disais, représente 15%. Donc nous avons 85% de marge de progression pour l'utilisation de cette matière première-là. Quand vous allez dans nos pays, notamment au Sénégal, quand vous voulez manger du sel de table, vous avez du sel qui est du sel importé. Je n'ai rien contre, hein, mais vous voyez que les sels que vous avez sur vos tables sont des sels de Garande, sont des sels du Midi, sont des sels Carios. Alors que le Sénégal est positionné à une situation géographique qui permet une production naturelle du sel. Je dis tout ça sans commencer à parler de l'industrie que nous avons mis en place, qui est une société qui est passée par une société anonyme avec un capital de 1 milliard, pour dire que le Sénégal nous donne des opportunités pour entreprendre et qu'en réalité, la première des choses que moi je tire de cette entreprise, c'est d'avoir la vision. Je suis originaire de cette zone-là, la zone de Fatick, c'est une des 2 zones où le sel est fortement produit, à Fatick et à Kaolack. Quand de Dakar, j'allais en vacances, je voyais cette ressource naturelle qui est là et qui est exploitée depuis 50 ans. Mais cette ressource naturelle, pour nous, population locale, n'avait jamais été utilisée à un but industriel. Il a été toujours utilisé à un but sur un but d'autosuffisance. Gabriel, je vais vous poser une ou 2 questions pratiques. 1, quel est le coût global de l'investissement, même si c'est 1 milliard de capital? Je suppose que l'investissement est beaucoup plus important. Et 2, comment avez-vous levé l'argent? Est-ce qu'il y a un instrument de l'État qui vous a appuyé? Merci. Merci, monsieur le ministre. Je sais parler du sel pendant des heures. Oui, et vous avez raison de recentrer les choses. Nous avons aujourd'hui donc cette industrie qui est une raffinerie de sel qui est de 15 milliards. Notre investissement est de 15 milliards de francs CFA. Nous avons été accompagnés par des banques locales, c'est-à-dire principalement la BNDE, et nous y avons mis beaucoup d'argent en fonds propres. Il faut dire que quand l'idée est venue, ce sont des Sénégalais qui avaient la même vision de relever le défi, qui se sont regroupés. Donc en réalité, que j'ai appelé pour qu'on se regroupe et nous sommes mis ensemble. Et on a commencé à faire les investissements sans réellement encore avoir le soutien financier des banques. Et nous sommes allés et les banques nous ont suivis. Nous avons aussi fait les choses par rapport à ce que l'État nous offrait comme opportunité. Nous avons fait les démarches pour nous faire agréer par le Code des investissements, par l'APIX, qui nous a soutenus, qui nous a donné l'ensemble des incitations pour un investisseur, c'est-à-dire les exonérations pour tout ce qui était importé, mais aussi des aménagements de telle sorte que l'ensemble des dépenses locales étaient différées en termes de paiement de taxes, ce qui est très important. Quand nous le valorisons, pour les importations, c'est carrément du 40 à 50% que vous gagnez. Et pour les taxes locales, c'est au minimum 30 à 40% que vous gagnez. C'est des incitations fortes. Nous avons aussi, quand nous avons commencé à mettre en place le projet, eu l'ensemble des facilitations, puisque notre technologie n'existant pas, cette technologie de raffinage de sel n'existant pas chez nous, nous avons été obligés d'aller le chercher ailleurs. L'État nous a accompagnés, puisque nos partenaires sont chinois. L'État nous a accompagnés à travers ses représentations diplomatiques
à avoir l'ensemble des introductions dans ces pays pour avoir les partenaires qu'il fallait. C'est relativement important. Nous avons bénéficié beaucoup de ce soutien. Nous avons aujourd'hui les banques locales qui nous soutiennent. Mais comme je disais tantôt, la réalité, c'est que nous invitons des investisseurs étrangers à venir et à compléter cette filière. Parce que, simplement, ces 85% de celles qui restent à être transformées ont besoin d'investisseurs. Je suis désolé de vous couper, je sais que vous pourrez parler des heures sur le sel. Donc je voudrais aussi qu'on puisse bénéficier du témoignage de M. Mbey, qui est donc PDG de Neurotech. Et donc on vous redonnera la parole, M. Diouf, je vous promets. Vous aurez probablement des questions dans la salle qui vous permettront effectivement de parler du projet et des très bonnes étapes de votre projet. Mais je voudrais qu'on entende M. Mbey, qui est aujourd'hui le PDG de Neurotech, qui est une société sénégalaise des services numériques, qui vit une hyper-croissance, 40% de croissance en 2020, en plein Covid, 60% de croissance de chiffre d'affaires sur 2021, un projet d'introduction en bourse, vous implantez dans 9 pays, vous avez une vision stratégique avec trois grandes étapes, vous nous en parlerez probablement. C'est une belle réussite, j'ai coutume de dire que c'est une licorne sénégalaise, même si vous n'aimez pas le terme. On a envie de vous dire comment vous êtes arrivé à cette belle réussite. Merci. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour aux panélistes et bonjour à toute la salle. Vous êtes en train de faire plaisir à mon ami Félix qui se bat pour que Neurotech entre en bourse. Même si nous pensons que nous ne sommes pas encore prêts, il reste quelques petites années peut-être, mais nous sommes sur le chemin. En tout cas, il fait très bien son travail. Vous avez remarqué que quand vous donnez la parole à un entrepreneur, il peut parler pendant 4 heures de temps de ce qu'il fait. Je vais essayer d'éviter les questions du ministre et d'aller très rapidement dans ce sens. Alors, pendant ces 18 années, j'ai dû apprendre à conduire un avion et un sous-marin, si ça peut répondre à votre question. Conduire un avion, vous allez comprendre pourquoi les deux extrêmes tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi les deux extrêmes. Mais ce qui est intéressant, pourquoi un peu Neurotech est dans les radars, je pense, c'est que nous cochons beaucoup de cases. Nous cochons beaucoup de cases comme une PME. On considère comme une PME. Nous sommes en train de dépasser quand même les 10 milliards de chiffre d'affaires. Pour une économie de la connaissance, c'est quand même pas mal. Et comme nous cochons beaucoup de cases, donc on commence à nous regarder dans notre œil. Notre métier a commencé par de l'infrastructure et nous sommes de plus en plus vers les métiers des services qu'on appelle des services digitaux et de la transformation. Nous sommes dans les métiers de la connaissance, donc je n'ai pas de gros investissements, Monsieur le Ministre. Par contre, nous sommes une entreprise qui est passée de 1 million de capital à la création à 2,5 milliards de capitaux propres aujourd'hui, sans dette, et d'une personne à 120 personnes. Donc voilà ce que nous avons construit. Bravo. Alors, j'ai remarqué que quand on parle des femmes, tout le monde applaudit. Nous avons 50% des femmes. Bravo. 50% des femmes parce que nous avons construit cette entreprise autour d'une identité très forte. Là, quand vous êtes dans l'économie de la connaissance, c'est les talents qui sont importants. Je pense. Cerveau. C'est extrêmement important. Donc, c'est les talents qui sont importants. Donc, nous avons essayé de construire une entreprise avec une identité très, très forte. Nous avons compris très tôt que la plupart de nos collaborateurs ne seront pas des collaborateurs sénégalais. Donc, nous avons tout de suite pensé à construire une entreprise panafricaine dans la vision initiale même de l'entreprise. Nous avons amené l'entreprise sur des standards internationaux en termes de process. Nous en sommes à notre 3e plan stratégique. Donc, pour une PME qui a connu 4 ans d'existence, construire un plan stratégique, très vite, en 4 ans, c'est assez rare. C'est pour ça que je dis que nous cochons beaucoup de cases aujourd'hui par rapport à notre positionnement. Et donc, construire l'entreprise dans ces métiers, réinvestir l'argent que nous avons gagné chaque année. C'est pour ça que je ne suis pas riche, je n'ai jamais pris de dividendes. Et construire un plan stratégique sous une identité très forte, avec des leviers comme la responsabilité sociétale.
Monsieur le ministre, Neurotech est la première entreprise Advanced Global Compact des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Et c'est extrêmement important parce que ça nous a fortement challengé. Depuis 2017, nous sommes Advanced Global Compact des Nations Unies. Nous publions notre COP sur le site des Nations Unies. Et nous sommes en route pour B Corp. Et nous souhaitons être la première entreprise de services numériques en Afrique à être B Corp. Le chemin est long, il est très dur. Mais quand on regarde les domaines d'impact qui sont dans B Corp, ça nous correspond fortement et nous avons compris que c'est là où nous devons aller. Donc nous sommes challengés sur la gouvernance. Nous sommes challengés sur la collectivité. Nous sommes challengés sur des sujets assez intéressants. Et pour moi, c'est un levier RH extrêmement important parce que ça permet à mes collaborateurs de découvrir autre chose, d'avoir une raison d'être, d'avoir une vraie raison d'être, d'avoir du sens dans le travail qu'ils font. C'est ce que nous avons construit. Monsieur Mbaye, je ne voulais pas vous couper, mais j'ai une question que j'ai envie vraiment de vous poser. Je sais que vous avez beaucoup de projets de développement. Vous avez la chance d'avoir le ministre à côté de nous. Vous voulez devenir un champion sénégalais. Vous allez probablement avoir besoin du soutien du Sénégal. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour avancer dans votre développement ? Je pense que ça intéresse aussi, d'autres investisseurs. Moi, je voudrais remercier quand même et féliciter le ministre et son équipe quand même pour tout le travail qui est quand même abattu. Pas seulement pour le secteur du numérique, mais pour l'ensemble des secteurs. Moi, je travaille avec 2 entités gouvernementales, la DPME et le Bureau de mise à niveau, qui ont un impact extrêmement fort et rapide sur les entreprises. Nous récupérons l'ensemble des capitaux qui sont en jeu parce que nous respectons rapidement les normes. Et après, il reste beaucoup d'argent et on nous demande, vous n'en avez pas besoin encore. Donc, ça fait plaisir. Nous avons réussi aussi à avoir la confiance des banques. Nous n'avons pas de problème de financement, en tout cas sur du court terme. Ce dont les entreprises comme les nôtres ont besoin, c'est des financements sur un peu plus de long terme, sur des maturités beaucoup plus longues. Et ça, j'ai l'impression que les startups au Sénégal, les PME au Sénégal sont très bien lotis. Et on a une tranche intermédiaire qui n'est pas traitée. Et c'est cette tranche-là dont on veut faire des champions. Et je pense qu'au-delà de regarder uniquement les organisations patronales, je pense que c'est important d'identifier les entreprises quand même qui sont sur le chemin et de pouvoir avoir un traitement spécial pour ces entreprises. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'on nous confie des marchés, par exemple, de l'État sur des services digitaux. Comme ça a été fait dans les autres pays, les gouvernements ont pris leurs champions, ils les ont amenés avec eux, ils les ont transformés, ils en ont fait de très grandes entreprises avant de leur permettre de s'exporter ailleurs. Et ça, c'est une volonté politique. Monsieur le ministre, vous voulez peut-être dire un petit mot ? Juste rapidement, là, c'est vraiment, il faut faire des offres spontanées, comme le font d'ailleurs les entreprises internationales. Offre peut-être avec financement, mais vous n'avez pas de problème de financement. Vous avez zéro dette aujourd'hui. Quand vous avez dit zéro dette, j'ai vu Aliou Maïga sourire jusque là-bas. Ça veut dire qu'il est très intéressé également. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, dans le cadre du programme de soutien aux chaînes de valeur avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, il y a pas mal d'argent disponible, souvent en dons, pour augmenter la capacité technique et l'accès à l'innovation et aux technologies pour nos PME au Sénégal. Et le projet maintenant a démarré. On a déjà un décaissement de 16 milliards de la Banque mondiale. La BAD va décaisser très prochainement. Donc les fonds sont disponibles pour que vous puissiez continuer donc à soutenir le secteur privé national. Juste une suggestion, ne vendez pas trop tôt votre entreprise à une multinationale. Ça ne va pas tarder. Bientôt, les gens vont vous proposer des offres alléchantes, mais continuez. C'est déjà arrivé et ça va continuer. Et le deuxième point, pour moi, le plus important, c'est surtout il faut résister à la tentation d'être délocalisé dans d'autres places. Il faut rester en Afrique et rester au Sénégal. Merci. Mais merci, Monsieur le ministre. Mais Monsieur le ministre, quand je paye 25% d'impôts sur l'IS au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et 30% d'IS sur l'impôt au Sénégal, je préfère faire plus de business en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. Je fais comment ? Bon, de toute façon, c'est vrai. C'est vrai, mais n'oubliez pas que c'est l'impôt qui permet d'avoir tous ces marchés que vous voulez avoir au niveau de l'État également. C'est l'impôt qui permet de faire le terre. C'est l'impôt qui finance l'école publique, d'où vous pouvez puiser des ressources humaines beaucoup moins chères que dans d'autres pays. Oui. Mais Monsieur le ministre, ça suppose aussi que lorsqu'on faisait le TR,
on me sous-traite une partie du terre, ce qui n'a pas été le cas. Ce sont les entreprises françaises qui sont arrivées, qui ont fait tout le terre sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que même si ce côté-là, il n'y a pas eu de sous-traitance côté technologie, sur le terre, plus de 60% a été exécuté quand même par des entreprises nationales, locales, ce qui est extrêmement important. De toute façon, nous sommes à votre disposition. L'équipe du ministère de l'économie et de tout le gouvernement sont à votre disposition pour vraiment vous appuyer parce que ce que vous faites est extrêmement important et nous avons besoin de plus d'entreprises qui recrutent surtout les capacités de haut niveau et qui payent de gros salaires surtout. J'espère que vous payez de très bons salaires. Et pour que ces gens-là puissent également payer l'impôt sur le revenu à l'État. Et c'est ça qui fait fonctionner également l'État. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Alors, on va se tourner vers un investisseur qui arrive au Sénégal. Donc, Monsieur Bolduc, vous êtes le président de Québec Investissement International. On a envie de vous poser deux questions. La première, c'est comment le Sénégal est arrivé dans le radar d'une agence gouvernementale comme la vôtre? Et puis, deux, qu'est-ce que vous avez envie, sur quel terrain de jeu vous avez envie d'investir au Sénégal? Vous avez eu la belle présentation qui a été réalisée en tout début. Et quel type d'intervention vous avez et vous envisagez d'avoir au Sénégal? Monsieur Bolduc. Parfait, merci beaucoup. Discussion fascinante, puis j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir sur certains points. D'abord, peut-être vous expliquer très rapidement Investissement Québec. Investissement Québec est la Banque de développement économique de l'État québécois. Nous avons environ 15 milliards d'actifs sous gestion et nous avons une division internationale que je dirige qui a la responsabilité de faire deux choses. D'abord, convaincre les investisseurs étrangers de choisir le Québec et ensuite aider les entreprises québécoises à exporter. Et j'ai bien aimé la présentation vidéo parce qu'il y a des parallèles fascinants avec le Québec et vous faites bien de choisir. On ne peut pas être bon dans tout, il faut choisir et il faut identifier, comme disent les Anglais, le right to play. Où avez-vous une valeur ajoutée fondamentale où vous pouvez battre tous les autres? Et le Québec a choisi très tôt de se battre dans l'aéronautique, dans l'éthique, dans le jeu vidéo, l'intelligence artificielle, les sciences de la vie. Mais c'est là-dedans qu'on concentre nos efforts et c'est dans ces secteurs que nous avons des succès. Donc, aider les entreprises étrangères à choisir le Québec et surtout aider les entreprises québécoises à accroître leurs exportations. Nous sommes malchanceux dans la vie de Québec parce que nous avons les États-Unis d'Amérique comme voisins à 50 km de nos frontières. Et par conséquent, les entreprises québécoises, au niveau de l'exportation, sont devenues paresseuses. Quand vous avez un si gros marché de 350 millions de consommateurs, vous n'avez pas la tendance à vouloir faire des efforts pour exporter davantage. Et comme 70% de nos exportations sont destinées vers les États-Unis, il faut donner de l'aide, de l'accompagnement aux entreprises québécoises pour qu'elles regardent l'Asie, l'Europe et surtout l'Afrique. Alors, why Sénégal? Pourquoi avons-nous choisi ici? Alors, essentiellement, au sommet de la francophonie en 2014, nous avons décidé d'investir, de faire des efforts sur le continent africain. Nous avons ouvert une délégation, elle est devenue générale. Et au mois d'août de cette année, Alain Carrier, un conseiller économique du Québec, va s'établir à Dakar pour justement regarder quelles sont les opportunités d'investissement. Le Québec regarde ici, surtout dans le domaine de l'ingénierie. Nous avons de très grandes firmes d'ingénierie. Il y en a d'ailleurs une qui est représentée ici, EXP, les SNC-Lavalin, les WSP. Donc, nous avons cette expertise. Nous sommes assis sur 37 000 mégawatts d'énergie éolienne. D'énergie hydraulique, pardon. Et par conséquent, nous avons développé au fil des ans une forte expertise dans le domaine de l'énergie hydraulique et nous aimerions, à terme, oui au Sénégal, mais partout en Afrique, mettre à profit l'expertise québécoise. Évidemment, il y a d'autres secteurs. J'ai vu vos priorités, les sciences de la vie, l'éthique. À plusieurs endroits, le Québec, je crois, peut venir contribuer. Et notre ambition, c'est de prendre les entreprises québécoises, de les accompagner, de leur ouvrir des portes sur le marché africain, sur le marché du Sénégal, et de faire en sorte qu'elles connaissent des succès ici. Je terminerai sur deux choses. Les infrastructures de transport, c'est bien, mais n'oubliez pas les vols aériens. Il y a
15 ans, le Québec avait 40 destinations à l'international. Aujourd'hui, nous en avons 95. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça facilite l'investissement étranger. Alors oui, les infrastructures, mais battez-vous aussi pour aller chercher des destinations, des vols directs. Les entrepreneurs regardent les vols directs parce que c'est facile, c'est rapide. Puis finalement, parce que vous l'avez mentionné, le rôle de la place des femmes. Le Québec a mis en place... Une des raisons pour laquelle notre économie s'est si bien développée au cours des dernières années, c'est parce qu'il y a 20 ans, nous avons mis en place un service public de garderie, de crèche à 5 $ par jour. Et ce faisant, il y a eu une rentrée massive des femmes dans l'économie du Québec et c'est ce qui a fait en sorte que notre économie a été propulsée. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir, je suis convaincu. Merci, M. Bolduc. Alors, on a le temps de prendre une ou deux questions de la salle pour le panel. Donc, avant qu'on puisse clôturer la session, est-ce que... Oui, madame, on vous écoute. Oui. Bonjour, donc je suis Rokhaya Ndiaye, je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines. Le 1er avril, j'ai écrit à mes collègues pour leur dire, je leur ai écrit un email pour leur dire qu'on a été sélectionné par le gouvernement sénégalais au sortir d'un concours pour avoir des bureaux gratuits à Diamniadio, à côté de la gare du Terre, avec tout un laïus sur les conditions de la sélection, parce qu'on est un cabinet, nous sommes nés pendant la Covid. Donc c'était un poisson d'avril, mais la réaction était vraiment géniale parce qu'ils étaient tous contents de déménager à Diamniadio. Donc je dis ça parce que c'est mon rêve, que pour les toutes petites entreprises, que nous soyons accompagnés pour nous installer à Diamniadio. Mais je veux parler plutôt des ressources humaines, du capital humain, parce que je pense qu'en fait, on a besoin de beaucoup plus positionner le capital humain dans la stratégie du développement du secteur privé au Sénégal. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de travail qui a commencé, excusez-moi, sur le Code du travail, mais ça doit aller au-delà de cela. C'est l'accompagnement des exécutifs, c'est qu'ils puissent vraiment laisser cet espace pour les gens, les experts en ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, la fonction ressources humaines est très occupée par le legal, la conformité sociale, mais le capital humain, c'est un levier stratégique de rentabilité. Il faut qu'on le sache et qu'on investisse là-dessus. Donc, c'est ce que je voulais dire pour que le ministre l'entende. Merci beaucoup. Et que les exécutifs dans la salle qui investissent au Sénégal se fassent accompagner sur le capital humain. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. Bonjour, Monsieur le ministre, bonjour. Je voudrais juste poser une question à M. Émile Diouf. À vous entendre, je reviens sur le sel. À vous entendre, vous faites 150 000 tonnes de sel. NaCl, il y a les autres dérivés. NaOH, c'est la soude. Il y a également le chlore. C'est-à-dire 850 000 tonnes de possibilités de production de chlore et de soude caustique que nous importons par des bateaux et des bateaux mensuellement. Est-ce qu'il y a un projet pour cela, ce développement, et ça coûte combien? Merci. Monsieur Diouf, on a juste une petite minute. Je suis désolé. Très bien. Très bien. Je vais essayer d'être concis alors. Très bien. La question émane d'un ingénieur, c'est une question très précise. Ouais. Sur les 100% de sel que nous produisons et que nous avons à profusion, je disais qu'on utilisait 15% pour le sel alimentaire. Il reste 85% de ce sel. Que faut-il en faire? C'est le sens de sa question. Nous, au niveau de Sel d'Afrique, nous intégrons l'agropôle centre et nous installons une usine pour faire de la javel. De l'eau de javel. La javel, c'est du sel, de l'eau et de l'électricité. Tout à fait. Et nous avons directement la javel. Et aujourd'hui, nous avons des super aberrations chez nous. Nous importons de l'eau. La javel, c'est de l'eau. On n'a jamais vu où l'eau s'importait, parce que c'est le coût du transport. Qui prend le coût. Donc notre ambition, c'est de transformer, c'est de transformer ces 85% de sel avec
Du soude, de la soude. En industrie. C'est-à-dire, nous envisageons de faire une zone économique de sel qui est spécialisée et qui a comme matière première le sel. Et c'est 85%. Ça fait de la javel, ça fait de la soude, ça fait du savon, ça fait du chlore, ça fait énormément de choses. Merci, monsieur. Merci, et nous attendons, et pour cela, je disais qu'aujourd'hui, pour faire des petites industries telles qu'on l'a fait à 15 millions... On n'a plus qu'une minute, je suis désolé. Je vais juste conclure. Oui. Je vais juste conclure. Nous avons besoin d'investisseurs et nous avons besoin de crédits longs. Parce que les crédits courts, nous les avons et c'est avec ça que nous avons fait. Notre zone, aujourd'hui, elle coûte à peu près 100 millions d'euros. Et nous avons besoin, pour ça, évidemment, d'investissements longs. Et de financement. De financement long, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Comment oui. Monsieur le ministre, on va vous laisser le mot de la fin. Comment ? Ah, il y a une question ? Okay. Merci. Félicitations, monsieur le ministre, pour votre panel. Je vois que la salle est pratiquement remplie et beaucoup aussi de Sénégalais. C'est pour dire l'intérêt des Sénégalais de contribuer aussi à l'émergence du pays qui est notre Sénégal. Bravo à toute la mobilisation des Sénégalais. Je voulais juste faire 2 petites contributions rapides. Dans ces projets-là, il faudrait peut-être mettre un accent sur la propriété foncière, l'accessibilité au niveau du foncier, sa sécurisation et l'ensemble des investissements auxiliaires tels que l'énergie et l'eau. L'accessibilité, c'est très important. La volonté y est, mais des fois, c'est vrai que sur le terrain, sur place, il y a quelques lenteurs. Et l'autre aspect, j'ai vu que sur le diapo, quelque chose de très intéressant que je ne connaissais pas, c'est la justice commerciale. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui va permettre vraiment de dénouer pas mal de problèmes. Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez un arbitre. Je vous encourage même à être un médiateur aussi pour nous rapprocher avec les partis. Et pour les financements lents, je pense que le monsieur d'AFC a entendu votre cause. Merci. Merci. Ce panel se termine. Monsieur le ministre, on vous laisse le mot de la fin. Juste des mots de remerciement à l'endroit de tous les participants et également des mots d'encouragement pour vous dire que ce n'est pas toujours facile d'aller de l'idée à l'exécution du projet. Comme le disait l'autre, from PowerPoint to Power Plant, c'est beaucoup d'années. Mais le gouvernement est là vraiment pour vous assister. L'APIC, c'est l'agence dédiée, vraiment, c'est le guichet unique. Il nous arrive aussi en tant que ministère de l'économie qui est en charge aussi du secteur privé et des partenariats publics-privés, vraiment d'accompagner aussi les investisseurs, d'essayer de régler les problèmes. Parce que quand on investit dans nos pays, il y a toujours des difficultés, il y a des fois des incompréhensions, mais l'objectif est le même, c'est la réalisation de l'investissement, c'est l'impact et surtout la création d'emplois. Nous avons les équipes qu'il faut pour vraiment vous assister et nous prenons ce job très au sérieux. Quand on nous présente des problèmes, on n'oublie pas, on répond au courrier, on essaie de résoudre, on appelle les autres ministères, on appelle tout le monde, on essaie de trouver des solutions. Nous sommes là pour ça. And welcome to Senegal. Merci. Merci, monsieur le ministre.